J'ai été excisée à l'âge de 16 ans. On m'a écarté les jambes, on a pris une lame, on a pris un couteau, on m'a coupé. À ce moment-là, en fait, il y a tout ce qui se chamboule, on essaye de fuir, on essaye de nous bloquer. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était une pratique qui n'existait plus en 2013. On me dit, c'est pour ta mère que tu le fais, c'est pour sa fierté. Donc j'ai cédé. Avec du recul, j'essaye de prendre une vie normale, mais j'avais pas confiance en moi. Enfin, en tant que jeune femme, ça a forcément joué. Vous vous rendez compte qu'en 2025, on a ce genre de discussion et on a ce genre de sensibilisation. Des femmes se font infibuler, se font couper les parties intimes. Moi, j'ai décidé d'en parler parce que je souffrais et j'avais besoin de crier ce que j'avais vécu. Selon les chiffres de l'UNICEF, 230 millions de femmes ou jeunes filles vivant aujourd'hui ont subi des mutilations génitales féminines. Fatoumata est l'une d'entre elles. À 16 ans, elle a été victime d'excision au Sénégal. L'excision, ça consiste à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux féminins extérieurs pour des raisons non médicales. Dans la majeure partie des cas, l'acte est réalisé sans anesthésie avec des instruments non stérilisés. Infection, incontinence, complications à l'accouchement, les séquelles restent à vie. Aujourd'hui, Fatoumata a 28 ans, elle est mère de 2 enfants. Elle a le courage de nous raconter son histoire, des moments très difficiles, mais aussi son combat contre ces mutilations féminines. En 2013, je retourne au Sénégal pour la 2e fois, j'avais 16 ans et j'étais super contente parce que la première fois au Sénégal, c'était super bien passé, donc je pensais revivre des vacances, on va dire, de rêve, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On arrive à Dakar, et on reste quelques jours et ensuite on va au village de mes parents qui se trouve en Casamance, près de Kolda. Un soir, je suis assise avec mes cousines, on rigole, on discute et je vois ma mère dans un coin, absente, en train de réfléchir, une tête triste. Et je m'approche d'elle pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Elle me dit rien, va jouer avec tes cousines. Elle me fait comprendre que ça me regarde pas. Donc je préfère la laisser et je continue, je suis en vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le lendemain, à l'aube, ma mère me réveille. Je suis avec ma sœur jumelle et à ce moment-là, en fait, on se lève, on se prépare. On arrive chez ma tante. On nous dirige dans une chambre. On se doute de rien. Il y a une femme qui rentre et qui dit on va commencer par elle en désignant ma sœur. À ce moment-là, je reste tétanisée. Je me dis c'est pas possible. Le sujet de l'excision, je le connaissais pas plus que ça. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était une pratique qui n'existait plus en 2013. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il y a tout ce qui se chamboule, on essaye de fuir. Au début, on essaye de nous bloquer. Ensuite, on nous laisse passer. Et on retourne dans la maison de nos parents. Et à ce moment-là, en fait, je comprends que mes parents étaient au courant et que ils avaient cédé suite à la pression. J'ai compris que c'était une tradition qu'il y avait dans notre culture, qui faisait croire aux femmes que c'était en étant excisées qu'on était honorable et respectable. Je sais qu'il y avait des oncles qui étaient là et qui disaient qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait que ça se fasse, que c'était l'honneur de la famille, que toutes les femmes étaient passées par là et qu'il fallait. On me dit c'est pour ta mère que tu le fais, c'est pour sa fierté. Mais à ce moment-là, je me suis dit en fait je vais pas avoir le choix, on va me prendre de force, donc autant que ça se fasse quand je l'ai décidé, on va dire. Donc j'ai cédé. On m'a ramenée chez ma tante. Il y avait des femmes qui m'attendaient, des dizaines de femmes. Il y a une dame qui m'a tendu un comprimé. Et à ce moment-là, en fait, mon cerveau s'est détaché. Je sais que je l'ai vécu ce moment-là, mais j'ai des flashbacks où je me retrouve à même le sol, les jambes écartées, déshabillée. On me maintient les jambes. Une femme avec une lame qui me coupe à vif, sans anesthésie. Je coupe la pointe du clitoris, ensuite je peux coudre. Je me sers de cette aiguille, comme si je raccommodais des vêtements. C'est fait dans des conditions d'hygiène dramatiques. On te coupe avec une lame qui a probablement déjà été utilisée pour couper d'autres femmes. Ensuite, on te met une simple serviette hygiénique comme protection. On va des fois mettre, dans certains cas d'excision, on va mettre de l'alcool, du parfum. Moi, je me souviens pas, je me souviens juste d'une pommade qu'on m'avait mise. J'avais des douleurs. Aller aux toilettes pour la première fois après avoir été excisée, c'est très douloureux. Je me souviens d'avoir regardé le ciel et de m'être dit pourquoi je souffre autant. On a subi un traumatisme parce que pour moi, l'excision, c'est également un viol. Parce qu'une personne étrangère vient mettre sa main dans ce que j'ai de plus intime et en plus, elle m'a amputée. Quand je rentre en France, j'en parle à personne. J'en ai jamais parlé, que ce soit à mes parents, à mes proches et même à ma sœur qui a subi aussi l'excision par la suite.
Elle a tenté de m'en parler, mais moi je disais c'est fait, j'ai pas envie d'en parler, c'est arrivé, donc voilà, on peut rien y faire. C'était tellement douloureux que j'ai décidé de faire comme si rien ne s'était passé. Avec du recul, j'ai contacté des psychiatres qui m'ont dit que j'avais fait une amnésie traumatique, un stress post-traumatique. En fait, mon cerveau, pour me protéger, il a totalement déconnecté. J'étais là sans être là, et j'ai vécu ce que j'avais vécu, mais de manière, on va dire, déconnectée. C'est le cerveau qui, face à ce risque vital, n'a pas d'autre moyen que de faire disjoncter le système, et elle ne peut plus informer le cerveau des émotions. Donc les émotions ne sont plus ressenties. Et la douleur aussi n'est plus ressentie. Avec du recul, j'essaye de prendre une vie normale, mais j'avais pas confiance en moi. En tant que femme, en tant que jeune femme, ça a forcément joué. Par exemple, je sais que j'ai voulu, par exemple, me couper les cheveux très courts, m'habiller. Je m'habillais plus de la même façon, et j'avais un rapport avec mon corps qui était différent. Par la suite, j'essaie de continuer ma vie normalement. Je passe mon bac, je passe mes diplômes. Ensuite, je rencontre mon mari. Je veux quand même souligner parce que ça peut forcément avoir un impact dans le mariage. Donc je lui ai dit que j'avais été excisée. À ce moment-là, c'est un peu ressorti, j'ai pleuré, quand je lui ai raconté. Il m'a tout de suite compris. Il m'a dit qu'il me soutenait et qu'on allait faire en sorte de pouvoir contacter ou de consulter des professionnels de santé pour voir ce qu'on peut faire. Les séquelles à ce moment-là, je pense, avec du recul, c'est le manque de confiance en moi, le manque d'estime de moi. Et j'ai du mal à faire confiance aux autres. Le moment où tout remonte à la surface, je pense que c'est l'accouchement de ma fille. Le moment de l'accouchement où je me retrouve dans la même position où je suis excisée, les jambes écartées, des femmes autour de moi, et j'ai subi une épisiotomie. Ça consiste à ce que la professionnelle de santé va un peu couper pour que le bébé puisse sortir plus facilement. Et je pense que ça a été le premier signe d'alerte pour me dire que mon cerveau veut me rappeler quelque chose. J'ai revu la scène, mais mon cerveau a chassé ce souvenir parce que j'étais en train d'accoucher. Je me suis dit, c'est pas le moment de me rappeler. Mais je pense que ça a eu un impact sur la joie et sur le fait d'accueillir mon premier enfant. Le fait de devenir maman, surtout d'une petite fille, je pense que tout ça a réveillé déjà des blessures que j'avais. Et c'est des mois après où j'étais avec ma chef, et en fait elle voyait que j'étais pas forcément bien, elle m'a prise dans son bureau, et à ce moment-là elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai parlé de certaines blessures que j'avais, et d'un coup j'ai sorti ça. J'ai été excisée à l'âge de 16 ans, et je ne saurais pas pourquoi c'est sorti à ce moment-là, mais je pense que mon cerveau était prêt à affronter ce que j'avais vécu. Elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue. À ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller consulter. J'avais, je pense, envie de crier ce que j'avais vécu, mais j'avais ce sentiment encore de honte, et j'avais pas forcément envie que les gens sachent que j'ai été excisée parce que j'avais cette peur qu'on me prenne de pitié. Il y a quelques mois, il y a un tweet qui est sorti. Je sais pas si plusieurs personnes l'ont vu. C'est un tweet qui parlait de l'excision. En fait, c'était moi. Donc j'ai créé des comptes anonymes sur Twitter et sur Instagram où j'ai raconté mon histoire, où j'ai raconté ce que j'avais vécu, que j'avais été excisée à l'âge de 16 ans, et qu'en fait aujourd'hui je voulais prendre la parole parce que j'en souffrais énormément. À ce moment-là, en fait, beaucoup de personnes m'ont contactée et m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose et qu'elles en souffraient. Et à ce moment-là, en fait, il y a un sentiment de tristesse, mais de colère aussi, de me dire que on est plusieurs femmes, plusieurs filles à avoir vécu cette chose, cette pratique, cette tradition misogyne, et qu'on n'en parle pas. Et à ce moment-là, en fait, je pense que là, ça a été le début de l'éveil, le début où je me suis dit à un moment ou à un autre, j'en parlerai, j'en ferai mon combat, parce que trop de femmes souffrent, et c'est pas normal quand au XXIe siècle, on est encore à des victimes de cette pratique. J'ai été excisée à l'âge de 16 ans. On m'a écarté les jambes, on a pris une lame, on a pris un couteau, on m'a coupé à vif, sans anesthésie. Quand j'ai commencé à militer, on va dire, à visage découvert, j'étais à la recherche de témoignages de femmes qui avaient subi la même chose. Et à ce moment-là, en fait, Leïla m'a contactée. Elle a vécu l'excision à l'âge de 7 ans.
Et en fait, elle en souffrait énormément, ça a eu beaucoup d'impact sur sa vie. Et on se conseillait sur plein de choses, sur comment s'en sortir, comment vaincre cette tristesse, cette douleur. Et elle m'a conseillé l'écriture, ce qui m'a aidée. Je prenais mon téléphone dans mes notes et j'écrivais quand ça allait pas. Et un jour, en fait, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, j'ai envie d'écrire mon histoire. Et je voulais pas le faire seule, parce que je pense que j'aurais pas eu la force. Et je lui ai envoyé un message, j'ai directement pensé à elle, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit si on écrivait un livre. Et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai créé aussi une association, Ne me mutile plus, Stop Excision. Une association qui a pour but de prendre en charge la chirurgie réparatrice pour les femmes qui ont été excisées en Afrique. Très régulièrement, des femmes me contactent. Elles ont subi l'excision en Afrique et malheureusement, elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des soins, que ce soit sur le plan chirurgical et même psychologique. J'ai donc eu l'idée de créer cette association pour aider toutes ces femmes-là. L'association a signé un premier contrat de partenariat avec une clinique au Mali. On a pu prendre en charge une première femme qui a été victime d'excision. Elle a pu avoir accès à une opération. Association Dr Sola. Ces 6 fleurs représentent les 6 femmes que notre association a pu prendre en charge. Dans le monde, 230 millions de femmes sont concernées par l'excision et ça concerne 94 pays. On fait comme nos ancêtres. Et une fille pas cousue, on peut pas savoir si elle est vierge. C'est notre culture. Ça vient de notre religion. On pense que c'est une pratique religieuse alors que c'est une pratique culturelle. Des femmes musulmanes, chrétiennes, athées sont excisées. Certains disent aussi vouloir le faire à cause de la religion. Ils ne savent pas qu'en fait, l'islam interdit de mutiler les filles. Au contraire, en islam, il n'y a pas de tabou. En islam, on parle du plaisir de la femme et de son importance. Cette pratique touche énormément de pays, que ce soit sur le continent africain, mais aussi asiatique. Moi, j'ai décidé d'en parler parce que je souffrais. Déjà, pour commencer, j'avais besoin de crier ce que j'avais vécu. Et aujourd'hui, j'en parle parce que de nombreuses femmes souhaiteraient en parler, mais n'ont pas cette possibilité. Et je veux montrer à ces femmes-là qu'elles sont des victimes. On leur fait croire que c'est normal l'excision, alors que pas du tout, c'est une violence faite aux femmes. Si on coupait le gland des hommes parce qu'on part du principe qu'ils ne savent pas se contrôler, ça vous choquerait? Oui. Bah dites-vous qu'on coupe les organes génitaux féminins des femmes parce que dans certaines communautés, on considère qu'une femme ne sait pas se maîtriser. Aujourd'hui, le fait de parler de l'excision, ça me fait énormément de bien. Le fait aussi de savoir que j'aide énormément de femmes, ça me fait du bien. Après, l'excision, c'est un traumatisme qu'on garde à vie. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je travaille sur ce traumatisme et j'en fais une force.